Bonjour et bienvenue, je vous accueille dans cette nouvelle capsule psychique saison 2. Nous sommes toujours au Népal, à Katmandou, au monastère de Setchen. Dans ce contexte fantastique, avec un temple en arrière-fond, qui est décoré de têtes de démons et de dragons, nous allons raconter des histoires, l'histoire du héros aux 1000 visages. Ce héros aux 1000 visages est un récit, est un millier, peut-être des dizaines de milliers de récits qui vont dans le même sens, révéler le héros en nous. Car l'ensemble des histoires racontées par toutes les cultures humaines racontent la même chose, l'éveil de notre personnalité. Comment nous passons de l'âge immature de l'enfance, par l'adolescence, à la maturité, à la sagesse, mais avant à la puissance. Alors le héros aux 1000 visages est d'abord un personnage ordinaire. Il vit dans un village ordinaire et il est soumis à des tâches ordinaires comme tout le monde. Et puis, l'appel se fait. L'appel se fait. L'aventure va arriver. Il s'agira d'une invasion, d'une catastrophe, en tout cas quelque chose de dramatique. Et ce drame va obliger notre jeune, futur héros à partir à l'aventure. Inutile de vous rappeler l'histoire du jeune paysan qui doit s'en aller vers les étoiles pour sauver la galaxie. On peut aussi rappeler l'histoire de ce jeune petit paysan qui vivait dans un trou et qui doit aller à la quête d'un anneau magique. Comme vous le voyez, les histoires, les contes de fées, les mythes, les séries contemporaines, les films d'aujourd'hui nous emportent dans cette quête de l'imago. Le jeune héros est d'abord immature. Alors il a besoin d'un mentor, au moins un. C'est un vieux, un sage, le vieux roi. Cette personne qui possède du savoir, qui elle-même a vécu des aventures dans le passé, est là pour soutenir notre jeune héros. Mais aussi un cortège d'amis, car un héros ne se fait pas tout seul, il se fait en collectivité avec un groupe d'amis. Ce jeune héros doit entrer dans un monde extraordinaire, puisqu'avant il vivait dans un monde ordinaire. Pour ce faire, il doit dépasser la limite de son village, la limite du dernier champ, la limite de son système solaire. Une fois qu'il a franchi ce seuil, l'aventure est irréversible. Il ne peut plus faire demi-tour, il n'a plus le choix. Il doit aller de l'avant ou mourir. Une fois qu'il a dépassé le seuil de non-retour, il est face aux épreuves. La nature, la météo, les monstres, la faim, la soif, sa propre énergie intérieure. Nous allons faire un focus sur les monstres, car nous connaissons tous les monstres difformes, les centaures, les harpies, les démons, les monstres marins. Dans le registre des monstres humains, nous avons les magiciens noirs, les sorcières blanches, les prêtres déments des dieux mystiques et maléfiques. Nous avons aussi les créatures élémentaires, les ondines, les sylphes, les elfes. Dans le registre plus contemporain, nous avons les savants fous, les contrebandiers, et bien sûr, les très célèbres pirates. Mais faisons bien attention, car il y a les monstres intérieurs, les traîtres. Au cours de cette aventure, le personnage sera face à des épreuves qu'il devra dépasser. Au début, des épreuves gérables, et ensuite de plus en plus douloureuses. Ces épreuves devront aboutir à la mort.
la mort du mentor, la disparition du vieux roi, la disparition d'un ami, ce qui plongera notre jeune personnage dans le drame le plus profond. Et à ce moment-là, il quittera l'innocence. Prenons l'exemple du jeune Luke Skywalker qui perd son mentor Obi-Wan Kenobi. Prenons l'autre exemple du jeune Frodon qui va perdre son ami Gandalf sur le pont de Khazad-dûm. Donc la mort est importante, la mort doit être traversée. Ce faisant, le jeune héros perd son innocence et entre dans un premier niveau de maturité lui-même. Il sait à ce moment-là que plus rien ne sera jamais pareil. Le héros atteint l'endroit le plus dangereux, l'espace extérieur, le Far West pour les cow-boys et les Indiens, les cavernes, les catacombes, les boyaux de la mort. Ce faisant, il passe dans un autre monde, un univers totalement différent. À ce moment-là, son expérience est incalculable. Il devient lui-même le héros. Et c'est là où il capture l'élixir de jouvence. C'est là où il ravit l'anneau d'immortalité. C'est là où il récupère l'épée magique. C'est là où il prend la formule secrète. Mais le problème, c'est qu'il a volé cet objet. Il a volé cet objet à quelqu'un. Et donc, les autres ne vont pas se laisser faire. Il y aura des épreuves supplémentaires. Ça s'appelle la vengeance. Lorsqu'il aura dépassé la vengeance des gens à l'extérieur de lui, le héros sera confronté au traître. Parce que dans toutes les histoires fabuleuses et magnifiques, il faut un traître. En Orient comme en Occident, le dragon est un élément des histoires capital. Parce que le dragon représente le narcissisme à l'état pur. Il représente le moi colérique. Lorsque le dragon crache le feu, il brûle tout sur son passage. Mais que fait la colère? Lorsque la colère monte en vous, que sentez-vous? Une brûlure. Le dragon représente la colère intérieure qui brûle tout sur son passage. Si vous crachez le feu sur votre compagne ou votre compagnon, vous brûlez votre relation. Si vous brûlez vos amis, vous vous retrouvez seul. Donc, le dragon est la représentation la plus parfaite et la plus pure de la colère intérieure. Je vous invite à constater que nous sommes obligés de confronter le traître et nous sommes obligés de confronter le dragon. Ils doivent être présents. En terrassant le traître et le dragon, il y a un phénomène que la psychanalyse nous a enseigné, l'identification à l'agresseur. En terrassant l'agresseur, nous récupérons ses compétences. Donc, nous récupérons sa force. En terrassant le dragon, nous cadrons notre colère. C'est le message très important que Bruno Bettelheim nous a enseigné. Bruno Bettelheim, le très célèbre psychanalyste, vis-à-vis de qui les psychologues pour enfants doivent beaucoup, car il nous a enseigné un savoir intérieur extrêmement puissant. Je vous invite à relire la psychanalyse des contes de fées. Cela vous apprendra une multitude de choses par rapport au monde intérieur infantile et par rapport au monde adulte. De retour dans son monde ordinaire, notre héros, empreint de la puissance magique, empreint de sa nouvelle force, souvenez-vous de ce que Lao Tzu nous a enseigné. Celui qui se conquiert lui-même acquiert la puissance. Au travers du voyage, les voyages forment la jeunesse, nous le savons tous, eh bien, le héros va revenir à son monde ordinaire. Et là, que va-t-il faire? Il va se marier et faire beaucoup d'enfants, n'est-ce pas?
Cela signifie que son savoir et son nouveau pouvoir, il ne va pas le garder pour lui. Ce serait trop narcissique. Ce savoir et ce pouvoir, il va l'offrir à la nouvelle descendance, à la nouvelle génération. Donc, il va contribuer à sa collectivité. Et c'est là où le héros apporte un bien à l'humanité. Parce que la nouvelle génération, c'est forcément un gain supplémentaire pour l'évolution de l'humanité. Nous l'avons compris, le héros va devoir travailler sa colère et son agressivité, la gérer pour dépasser toutes les épreuves et pour surtout ne pas tomber lui-même dans la vengeance. Car dans l'aventure, il va perdre beaucoup de gens chers, aimés, et il devra cadrer sa vengeance. Eh bien, nous, dans notre vie, pour accéder à notre humanité, nous devons faire face aux épreuves, nous devons nous confronter à notre colère. Parce que, comme par exemple dans cette aventure que je vous propose du Népal, j'étais dans le sud Annapurna pour un trek de 9 jours. Et là, je devais marcher sur des dénivelés, c'est-à-dire parfois passer de 1200 mètres à 2000, passer de 2000 à 2800. À ce moment-là, tout est dur. Les marches, les coups de bâton sur le sol, la soif, la météo, la lourdeur du sac, tomber, ne pas tomber, la fatigue, le harassement, parfois éviter les charges de mules ou les chèvres, peu importe. Je n'ai pas croisé de tigres ou d'ours parce qu'en hiver, heureusement, ils sont en hibernation. Et puis, il a fallu aussi dépasser les pannes de micro, les pannes de pièces qui cassent. Tout cela fait monter la colère. Quelle que soit votre aventure, je vous invite à affronter les épreuves et à checker, à observer votre niveau de colère. Est-ce que votre colère va tout détruire? Vous allez vous dire « Ah, tout ceci ne sert à rien, je jette tout ». Parce que c'est la colère qui va être votre plus grand ennemi. Souvenez-vous, le dragon brûle et en brûlant, il nous montre que fait l'effet de la colère à l'intérieur de nous. Et cette colère détruit à l'extérieur de nous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de travailler la colère? Je vais vous dire oui, en tant que psychologue, cela me paraît vital. Parce que sur le chemin de l'individuation, il y a un piège terrible qui est de tomber dans l'individualisme. Alors, en travaillant la colère, au travers des protocoles que je vous invite à utiliser, nous laissons de côté cette maladie, cette pathologie qui s'appelle l'individualisme. En nous individuant, et je reprends le terme de Carl Gustav Jung qui nous a posé une définition vraiment très très bonne de qu'est-ce que c'est que de devenir soi-même, de s'harmoniser. La colère est un chemin que nous devons traverser, que nous devons utiliser. Alors je vous souhaite beaucoup de colère pour que vous puissiez les travailler. Je vous souhaite de traverser la vie en rencontrant d'excellents traîtres. Bien à vous et bonne aventure!